Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine de la santé consacré à la lutte contre le médicament de la rue dont les ventes persistent et les consommateurs sont de plus en plus nombreux malgré les risques encourus. Comment comprendre la multiplication des points de vente dans les villes malgré les campagnes de sensibilisation organisées par le ministère de la Santé et l'Ordre des pharmaciens? Nous en parlons dans un instant avec un pharmacien, mais avant, je vous invite à découvrir ce qui constitue le menu de ce soir. Au sommaire de Check-up cette semaine, la lutte contre la vente du médicament de la rue. Au Cameroun, c'est un marché qui semble florissant. Comprendre ce phénomène et quels peuvent être les dangers auxquels s'exposent les populations, Dr Miguel Eyetemo, pharmacien, vous en parle. Haro sur la vente des médicaments de la rue, le gouvernement camerounais opte pour la création d'une agence nationale du médicament. Vision et stratégie, les professionnels de santé s'expriment dans ce numéro de Check-up. Au bas de votre magazine de la santé, la chronique du dentiste cette semaine évoque de la gingivite, cette pathologie des gencives, douloureuse mais guérissable. Allô docteur, c'est votre moment d'interactivité avec les professionnels de la santé. Dans cette édition également, vous pourrez poser toutes vos questions aux médecins. Docteur Miguel Eyetemo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pharmacien hospitalier en service à l'hôpital des districts de Lok-Baba. Alors avec vous, vous allez répondre à nos différentes questions concernant notre thème de ce soir. C'est connu que le médicament est un élément essentiel pour la santé des populations. À quel moment dit-on qu'un médicament est faux? Ok, déjà pour savoir ce qui est faux, il faut savoir ce qui est vrai. Et le médicament est constitué de deux principaux ingrédients, deux principaux types d'ingrédients, à savoir le principe actif et les excipients. Le principe actif, c'est lui qui rend le médicament un médicament parce que c'est lui qui est responsable de l'efficacité du médicament. Et l'excipient, c'est un peu comme un véhicule qui permet d'accompagner le principe actif à son site d'action. Pourquoi on dit qu'un médicament est vrai ou faux? Il faudrait se demander ou se rassurer de savoir si le principe actif il est le bon principe actif, celui qui est indiqué, et s'il est au bon dosage. Si par exemple un adulte a un accès de fièvre et qu'il doit prendre du paracétamol dosé à 1 gramme, le faux médicament sera celui-là qui soit n'a pas du tout de paracétamol ou alors a du paracétamol dosé à moins de 1000 mg, donc moins de 1 gramme, c'est-à-dire environ 250 mg ou 500 mg. Est-ce que tous les médicaments vendus dans la rue sont des médicaments falsifiés? Parce qu'on a des pharmaciens qui sont souvent dans la rue et qui vendent ces médicaments-là. Bon, je pense que les appeler pharmaciens, c'est un peu trop dit. Parce que pour être pharmacien, il faut avoir un doctorat en pharmacie. C'est des études qui sont assez longues, de 7 ans. Beaucoup de gens le savent, un peu comme la médecine. Donc, ce sont des commerçants et c'est peut-être aussi l'occasion de signifier le fait que le pharmacien n'a pas le rôle de commerçant. Le pharmacien, c'est un acteur de santé. Je vais peut-être faire part d'une petite anecdote. En pharmacie, une fois, il y a un patient qui était venu se plaindre de violents maux de tête. Et j'avais essayé de creuser pour comprendre d'où est-ce que pouvaient venir ces maux de tête. Et je me suis rendu compte qu'il avait un problème psychologique et un problème financier qui avait fait en sorte qu'à cause des pertes économiques, il était en train de beaucoup réfléchir et il avait des violents maux de tête, des violents migraines. Et moi, je lui ai dit personnellement, je suis pharmacien, je dispense des médicaments, mais à vous, vous n'avez pas besoin de médicaments. Je n'ai aucun médicament à vous donner parce que même si je vous donne le paracétamol, ça ne va pas vous soulager. Donc, essayez de rentrer, de vous détendre un peu, de changer un peu d'air et cela vous fera davantage de bien. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens vont se lancer pensant que le médicament, c'est le commerce, alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes des acteurs de santé et pour le patient, il ne pourrait savoir si c'est un bon médicament ou un mauvais médicament que lorsque il sera en officine. Si vous prenez un médicament en officine, vous êtes sûr qu'à 100%, tout le circuit, toute la chaîne d'approvisionnement a suivi les règles et la déontologie qui va avec. Si vous prenez un médicament de la rue, même s'il a été fabriqué par la bonne industrie, puisque la suite n'est pas suivie, vous n'êtes donc pas garanti que pendant le transport, soit par avion, soit par bateau, soit par route, ce médicament va garder son intégrité et son efficacité. Et maintenant, au niveau même du commerçant de la rue, les conditions de conservation
puisque ce qui fait aussi, ce qui garantit l'efficacité, la stabilité du médicament, c'est la conservation. C'est pour ça que généralement, vous allez voir en pharmacie, il y a toujours la clim pour garantir une certaine condition de température et d'humidité. Alors, mais comment comprendre que ces Camerounais-là, ces personnes-là qui se ravitaillent en médicaments dans la rue, trouvent quand même guérison ou se sont soulagés de leurs maux? Beaucoup le disent. Bon, il faut dire que ça peut déjà être un élément psychologique. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'effet placebo dans le médicament. C'est-à-dire, je vous administre une substance qui n'est pas principe actif, qui n'a pas d'effet thérapeutique. Mais le simple fait que je vous dise que ça va vous aider et que vous me faites confiance, ça peut vous pousser, ça peut pousser votre corps à s'auto-guérir. Et donc, ça ne sera pas forcément lié à l'efficacité de ce médicament-là. C'est pour ça que même dans les études cliniques des nouveaux médicaments, on compare tout nouveau médicament au placebo. Je crois que même dans le cas des vaccins Covid-19, on a comparé ces vaccins au placebo pour savoir si je prends le vaccin Covid-19 par exemple et si vous prenez le placebo, quel est le pourcentage de guérison, quel est le pourcentage de prévention des rechutes. Alors, pourquoi dit-on que le médicament de la rue tue alors qu'il y a des personnes qui les prennent sans toutefois mourir? Je ne peux pas être totalement d'accord avec vous parce que il n'y a pas d'études qui a été réellement menées sur le sujet. C'est un peu le problème qu'on a dans le domaine pharmaceutique, en particulier dans le domaine scientifique, au Cameroun, en Afrique en général, parce que on affirme souvent certaines choses, comme par exemple, il y avait le buzz du BHB, de Benya et Koboui. On affirme certaines choses et on les lie à des états de maladie sans forcément qu'il y ait une étude pour sous-tendre ces conclusions-là. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens. Moi, j'ai une amie qui a pris des médicaments de la rue, elle s'est retrouvée à l'hôpital sans savoir comment ça s'est passé. Elle est hospitalisée, son foie a failli être détruit à cause de ça. Donc, il y a des cas comme ça qui arrivent, mais qui ne sont peut-être pas suffisamment documentés pour tirer la sonnette d'alarme. Donc, le médicament de la rue sera nocif. Pourquoi? Parce que c'est une illusion. Vous êtes en train de penser, par exemple, que vous prenez un antipaludien, alors que peut-être il n'y a même pas d'antipaludien dedans. Peut-être c'est juste du paracétamol. Et comme c'est du paracétamol, ça va baisser votre fièvre, mais le plasmodium falciparum va rester présent dans votre organisme et pourra occasionner davantage de complications. Et même parfois, quand il y a le principe actif dans ces médicaments, on n'est pas sûr que le principe actif est suffisamment dosé. Et ça peut être davantage nocif, notamment comme je parlais du paludisme, dans le cadre des infections. Puisqu'il y a ce qu'on appelle la résistance antimicrobienne, c'est-à-dire que si vous prenez mal votre antibiotique, il se pourrait que vous ne soyez pas traité de votre infection et de deux, que cette infection puisse récidiver et probablement conduire à la mort. Donc si par exemple vous prenez un antibiotique comme l'amoxicilline dans la rue et qu'il n'est pas dosé, qu'il n'est pas bien dosé, s'il est dosé à 1 gramme, que vous peut-être dans ce médicament de la rue il est dosé à 500 mg, ça va développer à la longue une résistance antimicrobienne et vous allez vous retrouver en train de devoir dépenser davantage d'argent et de faire davantage de temps d'hospitalisation. Donc, on conclut que le médicament de la rue tue. Bien qu'informé sur les conséquences de ces médicaments vendus hors du circuit normal, de nombreux Camerounais continuent de s'approvisionner dans la rue. Écoutons quelques-uns dans l'élément qui suit. Nombreux sont ces Camerounais qui préfèrent se ravitailler dans la rue quand ils ont un souci de santé. Du 2 en 1, disent-ils, pas besoin de prévoir des frais de consultation. C'est mon boulot. Je suis un champion de chez Docta. Oui, j'achète constamment les médicaments dans la rue. Bon, comme je vous ai dit tantôt, le médicament à la pharmacie est cher. Un paracétamol dans la rue, vous pouvez l'avoir 50 francs, 100 francs, la plaquette. Par contre, en pharmacie, le même médicament va être revendu à 1000 francs, à 1500. Vous voyez un peu. Pourtant, nous savons tous que le même paracétamol de la rue peut un peu t'atténuer la douleur de ton maux de tête ou bien des maux de tête. Pourtant, le même médicament qui est en pharmacie, qui va te soigner aussi, te soulager, coûte 1500 francs ou bien coûte 5 fois le prix que dans la rue. Donc, nous n'avons pas de choix. On est obligé de faire avec. Personnellement, quand mon mal commence, je commence d'abord par la rue. Que si peut-être j'ai un malaise, je peux acheter un paracétamol, je peux acheter un anti-inflammatoire, je peux acheter n'importe quel médicament que vous voyez que... Et même parfois, si on ne connaît même pas ce qui peut traiter mon mal, je vais d'abord me référer par rapport aux vendeurs des médicaments qui peuvent savoir ce qu'ils peuvent donner pour que ça calme ma douleur.
avant d'aller à la pharmacie. Après, avant d'aller à la pharmacie, il faudrait toujours que j'arrive à l'hôpital pour qu'un médecin me prescrive les médicaments. Parce que considérées comme trop onéreuses, les pharmacies classiques font face à une concurrence déloyale. À Douala, comme dans de nombreuses villes du Cameroun, la vente des médicaments de la rue persiste. Des comptoirs bien installés, de plus en plus fréquentés. Jean-Marie, sexagénaire, très connu au lieu dit Gazon à Douala, dit vendre des médicaments depuis plus de 15 ans. Il déclare avoir toujours eu de bonnes relations avec sa clientèle. Exposé au soleil, à la pluie, ces consommateurs de médicaments de la rue ont conscience des dangers auxquels ils s'exposent. Les remèdes qu'on vend en route, c'est pas la bonne qualité. Quand tu veux la bonne qualité, il faut aller à la pharmacie. Parce que ce n'est pas pour un agent, c'est qu'on ne peut pas se retrouver dans la rue, acheter un médicament, acheter ceci, cela. Il y a même monsieur là qui passe parfois, là, il a les trucs là, les remèdes indigènes là. On est obligé de prendre ça parfois. Parce qu'on n'a pas d'argent pour aller faire les bilans de santé. Selon une étude menée par l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, les médicaments de la rue regroupent des produits contrefaits, des faux médicaments, mais aussi des médicaments à l'origine de bonne fabrication qui sont sortis du circuit normal de distribution. Jean-Marie dit se ravitailler à la bonne source et par occasion, il est le fournisseur de quelques pharmaciens. D'autres vont là-bas, quand il n'y en a pas, ils viennent se ravitailler chez nous. Ce qui justifie alors ces autres données de l'ordre des pharmaciens qui confient que de nombreux personnels de santé ont une responsabilité dans ce commerce illicite. Médecins, pharmaciens, techniciens de laboratoire ou employés des sociétés chargées de la distribution des médicaments, le circuit est très complexe et pas sans conséquences pour l'économie du pays. Un marché noir qui représente un peu plus de 25% du marché du médicament national, alors que 40% de ces médicaments de la rue proviennent de la contrebande. Notons que conformément à la législation en vigueur, tous ceux qui exercent cette activité sont passibles de poursuites judiciaires. Jean-Marie en a conscience, mais il explique que sa persévérance dans ce métier est due à la conjoncture économique du pays. Mais le prix est bas. Alors, si c'est vous-même, vous voyez quand on fait la différence entre le prix de la pharmacie et le prix d'ici. Vous devez choisir quel chemin. Le chemin le moins cher. Rappelons que la loi numéro 90/035 du 10 août 1990 stipule en son article 54 que tout délit, tout étalage ou toute distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dont les foires et marchés à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien. De nombreuses campagnes sont organisées par le ministère de la Santé publique afin de sensibiliser les populations sur les dangers qu'elles encourent à se ravitailler dans la rue plutôt que dans les pharmacies conventionnelles. Et à chaque fois, la réponse est et demeure la même, la cherté des médicaments en pharmacie. Retour sur ce plateau après ce reportage. Docteur Miguel Eyetemou, vous avez suivi ces personnes-là. La question économique revient, les raisons financières sont évoquées. Il y a une étude quand même qui a dit que le médicament constitue l'un des pôles les plus élevés des dépenses de santé des ménages. Il faut comprendre la situation socio-économique. Déjà qu'il y a suffisamment de conflits armés, non seulement au Cameroun, mais aussi dans le monde. Et il y a la crise de Covid qui exacerbe davantage la paupérisation de la population et qui réduit le pouvoir d'achat. Et quelque part, on ne justifie pas, mais on peut comprendre que certaines populations, vu le manque de moyens financiers, se tournent vers les médicaments de la rue. Mais quelque part aussi, il y a un problème, un souci de connaissance ou d'ignorance de l'impact réel de ces médicaments de la rue sur leur santé. Mais je pense que c'est aussi justement parce que les populations ne sont pas suffisamment informées que même à la pharmacie qui est légale, qui est homologuée, on a pensé à tout le monde. Toutes les couches sociales peuvent trouver leur compte en pharmacie. C'est pour ça, par exemple, que vous allez voir dans les officines les médicaments qui sont souvent dispensés en détail. Vous allez voir, vous allez demander une plaquette de ceci, un sachet de cela. Donc, c'est possible d'avoir des médicaments en détail moins chers en officine. Et certainement aussi, beaucoup de gens ont déjà entendu parler de génériques. Les génériques en officine, justement, sont là pour permettre aux couches défavorisées de pouvoir avoir accès aux soins de santé, aux bons médicaments.
Parce que contrairement aux médicaments qui sont appelés princeps, qui sont les médicaments d'origine, qui sont un peu plus coûteux parce que ça demande un certain coût d'investissement au niveau de la recherche et du développement dans certaines grandes firmes pharmaceutiques. Les médicaments génériques, par contre, qui sont d'ailleurs pour la plupart fabriqués dans des pays à revenus moyens intermédiaires, comme en Inde ou encore en Chine, ces médicaments-là sont fabriqués en grande quantité et à coût moindre. Ce qui fait donc qu'ils pourront être distribués au niveau du patient à un coût qui sera abordable. Je dis souvent aux gens que la santé, on peut faire le loto dans d'autres domaines, mais on ne fait pas le loto ou bien la loterie en santé. Parce que soit vous avez le bon médicament en face de vous et vous le prenez, vous êtes guéri, soit vous avez le mauvais médicament et il y a un risque que votre maladie s'aggrave et que vous décédiez. Donc, en définitive, il n'y a pas vraiment de raison pour les populations de penser qu'elles ne peuvent pas trouver leur compte en officine parce que l'officine est, entre guillemets, chère. Tout le monde peut trouver son compte en officine. Voilà qui est clair, docteur Temou. Nous espérons que ce message ne tombe pas dans les oreilles des sourds, que la population qui nous regarde en ce moment sait qu'elle peut désormais se rendre en pharmacie et avoir des médicaments vendus en détail et pouvoir également avoir accès aux médicaments génériques qui ne coûtent pas aussi cher que les autres médicaments. Alors, quel peut être l'impact sur le plan économique et social de ces médicaments vendus dans la rue? Déjà, sur le plan économique, ça va faire en sorte que les ménages se mettent à dépenser davantage. Si j'ai une infection et que je me rends donc vers le médicament, le vendeur de médicaments de la rue pour me procurer de ce médicament, et qu'en définitive, je prends le médicament sur, par exemple, 3, 4, 5, 6 jours, une semaine, finalement, je ne suis pas guéri de mon infection. Les symptômes font semblant de partir au début du traitement et après, ça revient. Je serai peut-être obligé à ce moment-là, soit de changer de vendeur de la rue, ou alors de me rendre à l'hôpital. Et dans ce cas, je serai appelé à faire une batterie d'examens, peut-être que je n'aurais pas dû faire au préalable si je n'avais pas pris le médicament de la rue. Et en dehors de ça, je vais devoir aussi payer d'autres médicaments qui seront probablement plus chers. Les Camerounais, la population soit consciente des risques encourus en consommant ces médicaments de la rue. Là, la vente persiste. Chaque jour, on a des nouveaux points de vente malgré les répressions, les descentes des agents du ministère de la Santé, du ministère du Commerce, de l'ordre des pharmaciens. Les points de vente se multiplient, les consommateurs, le nombre de consommateurs s'agrandit. Alors, aujourd'hui, le ministère de la Santé annonce mettre sur pied une agence nationale du médicament pour amplifier la lutte, voire éradiquer le phénomène de médicaments de la rue. Alors, un phénomène qu'on qualifie de serpent de mer. Pensez-vous aujourd'hui que cette agence pourrait vraiment permettre à l'éradication de ce phénomène qui persiste ? Oui, ce sera une grande avancée dans le secteur pharmaceutique parce que, justement, notre secteur pharmaceutique souffre de ces médicaments de la rue. Et il faut dire qu'il était vraiment grand temps que nous ayons une décision pareille. C'est vrai que l'argent n'est pas encore mis sur pied, mais au moins, il y a la volonté de la mettre sur pied dans les mois ou dans les années à venir, le plus tôt possible, je pense. C'est un type d'agence qui est déjà, qu'on retrouve déjà dans des pays un peu plus avancés comme la France, où on a l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui régule tout ce qui concerne les médicaments dans ce pays. Donc ce sera une agence qui va coordonner tout ce qui concerne les médicaments, de la recherche et du développement, en passant par la fabrication, en passant aussi par la distribution des différents médicaments et aussi l'usage du médicament. Veiller à ce que le patient puisse être garanti de la sécurité, de la fiabilité, de l'efficacité, de l'innocuité, c'est-à-dire du fait que le médicament ne va pas lui causer des effets indésirables majeurs et qu'il pourra avoir garanti aussi l'accès. Parce que parfois, c'est ça qui peut causer problème. C'est vrai que dans les grandes villes, on a déjà beaucoup de pharmacies dans presque tous les coins de la rue, mais peut-être dans les zones rurales, c'est un peu plus compliqué d'avoir des pharmacies qui s'implantent. Ça peut être un des facteurs qui favorise cela. Donc l'agence nationale pourra travailler dans ce sens. Et même déjà au niveau de l'entrée des médicaments, au niveau du port, l'entrée des médicaments sur le territoire national, veiller à ce que les médicaments qui entrent soient surveillés, obéissent à la réglementation en vigueur. Donc cette agence aura cette responsabilité de nettoyer, si on peut le dire,
le circuit du médicament dans le pays et pour permettre aux patients, en bout de chaîne, de bénéficier d'un médicament de qualité. Nous espérons vivement que cette agence soit mise sur pied dans les mois à venir. Docteur Eyetemou Miguel, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes pharmacien en service à l'hôpital des districts de Lokbaba. Alors, il faut préciser que le ministre de la Santé a également relancé le processus de signature et de ratification de la convention Médicrine qui met en exergue les aspects de crimes pharmaceutiques. Docteur Eyetemou. Effectivement, le Médicrime, c'est une convention qui a été signée dans l'Union européenne, mais qui concerne tous les pays du monde entier, qui sont désireux de pénaliser les infractions liées aux médicaments, notamment aux faux médicaments, aux médicaments illégaux, aux mauvais médicaments dont on parle tantôt dans cette émission. Et il est donc question que ceux-là qui s'aventurent à fabriquer, à distribuer ou alors à commercialiser les faux médicaments soient punis par la loi. Parce que quand il n'y a pas de loi, souvent ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, s'il y a des mesures forte au niveau du plan pénal, sur le plan légal, pour, par exemple, d'emprisonnement ou d'amende à payer, si ces mesures fortes sont mises sur pied et sont adoptées, cela va davantage freiner l'élan de certains à se lancer dans la commercialisation des médicaments de la rue et ça va donc permettre aux patients d'avoir moins de possibilités d'avoir accès à ces faux médicaments. Merci, docteur Miguel Eyetemou, d'être passé sur ce plateau pour échanger sur la question de la lutte contre le médicament de la rue et notamment pour parler de l'Agence nationale du médicament qui va bientôt voir le jour au Cameroun. Le ministre de la Santé l'a annoncé. Merci à vous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme c'est Check-up avec votre thème principal, la lutte contre le médicament de la rue. Entamons la deuxième partie de ce programme consacré cette fois-ci à la chronique du dentiste. Comme chaque semaine dans votre magazine de la santé, le docteur Joël Manfo, chirurgien dentiste, vous parle d'un sujet bien précis et ce soir il aborde la question de la gingivite. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie assez courante en cabinet dentaire. Nous allons parler de la gingivite. La gingivite, c'est une pathologie, n'est-ce pas, qui est caractérisée par l'inflammation des gencives. Elle fait partie d'un grand groupe de pathologies appelées les pathologies parodontales. Ce sont des pathologies qui attaquent le tissu de soutien de la dent, c'est-à-dire la gencive, l'os alvéolaire, le ligament alvéolo-dentaire. La gingivite se caractérise par des gonflements au niveau de la gencive, des douleurs au niveau de la gencive, parfois un saignement lorsqu'on se brosse les dents, parfois même également une mauvaise haleine. C'est une pathologie qui est généralement causée par la présence de la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est vraiment le point de départ des principales pathologies bucco-dentaires, à savoir les caries dentaires et les pathologies parodontales. La plaque dentaire, c'est quoi? C'est une couche qui se forme à la surface de la dent et qui est constituée de débris alimentaires provenant de l'alimentation et bien évidemment des bactéries qui proviennent de la salive. Ces bactéries-là, en entrant en contact avec la gencive, vont entraîner donc l'inflammation de cette gencive. Lorsque la plaque dentaire n'est pas bien nettoyée par un brossage minutieux, ce qui va se passer, c'est que cette plaque dentaire-là va s'épaissir, s'agrandir, se calcifier et durcir et former ce qu'on appelle le tartre dentaire. En plus de la plaque dentaire,
il y a d'autres éléments, d'autres facteurs qui peuvent être associés et qui peuvent causer bien évidemment ou bien exacerber le développement de la gingivite. Nous avons par exemple toutes les situations qui peuvent entraîner une baisse de l'immunité. Par exemple, un état de fatigue important, ou bien du stress, ou bien des pathologies qui peuvent entraîner une baisse de l'immunité, par exemple en cas de VIH, en cas de diabète aussi, par exemple, chez les patients fumeurs également, chez les patients chez lesquels il y a un changement hormonal, par exemple lors de la grossesse où il y a un changement hormonal. Alors, concernant le traitement, il consiste tout d'abord à la réalisation de ce qu'on appelle le détartrage. Le détartrage, c'est un traitement qui va être réalisé en cabinet dentaire par le chirurgien dentiste et qui va permettre d'éliminer le tartre, n'est-ce pas, présent au niveau des dents et qui est responsable de la gingivite. Il se fait à partir d'un détartreur ultrasonique qui va permettre de désorganiser ce tartre-là. Ce traitement peut bien évidemment être accompagné d'une petite prescription, une prescription de bain de bouche ou un dentifrice. En plus du détartrage, il sera question pour le chirurgien dentiste de déceler tous les facteurs associés pouvant occasionner cette gingivite-là et de trouver une solution par rapport à cela. Voilà, c'est tout pour ce numéro de la chronique du dentiste. Sur ce, portez-vous bien. Donnons à présent la parole aux téléspectateurs à travers la rubrique Allo Docteur. Si vous aussi vous avez des préoccupations, envoyez-les nous via nos différentes plateformes numériques. Prenons à présent la question de Pierre qui voudrait savoir c'est quoi le reflux gastro-œsophagien, comment l'éviter. Pour répondre, notre consultant depuis le Canada, le professeur Prévost Janto. Alors, pour répondre à la question de Pierre, on va parler aujourd'hui du reflux gastro-œsophagien. À l'échelle mondiale, 1 personne sur 7 souffre de reflux gastro-œsophagien. Et dans certains pays, ça peut atteindre 1 personne sur 4. C'est une maladie qui se manifeste par des remontées du contenu acide de l'estomac vers l'œsophage et même au niveau de la gorge et voire extériorisation par la bouche. Ça donne des sensations de brûlure, de douleur. C'est un diagnostic qui doit être posé par un médecin, le diagnostic de reflux gastro-œsophagien, qui repose essentiellement sur des signes cliniques, l'interrogatoire, l'examen physique, et parfois des examens peuvent être réalisés comme la pH-métrie ou l'endoscopie. Souvent, ces examens permettent de rechercher soit des complications ou permettent aussi d'éliminer d'autres maladies qui peuvent être prises à tort pour du reflux gastro-œsophagien. Sans traitement, le reflux gastro-œsophagien peut se compliquer. On peut voir une œsophagite, on peut voir une sténose, c'est des rétrécissements au niveau du conduit de l'œsophage qui entraînent des blocages alimentaires, des douleurs lorsqu'on mange. Les gens ont parfois envie de vomir parce que ça ne passe plus. On peut avoir des complications au niveau de la gorge, comme des raclements des gorges, des laryngites. On peut avoir aussi des complications sévères, comme un cancer de l'œsophage. Donc, ça peut être vraiment très, très grave. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque. L'obésité, le surpoids, le tabac, la grossesse. Donc, les femmes enceintes ont souvent du reflux gastro-œsophagien en raison de la contrainte anatomique, une mauvaise hygiène alimentaire, des repas trop gras, trop caloriques, excès d'alcool, de chocolat, de café, de thé, des aliments épicés. Donc tout ça, ça favorise le reflux gastro-œsophagien. Ensuite, il y a l'âge. Plus on vieillit, plus le sphincter est un peu paresseux. Ce sphincter qu'on appelle le cardiaque qui a pour mission de protéger justement la remontée du contenu de l'estomac vers l'œsophage. Alors la prise en charge, première chose essentielle, c'est de faire une correction de ses habitudes de vie. Donc perdre du poids, arrêter le tabac, arrêter l'alcool, faire de l'activité physique, faire attention à ce qu'on mange, comment on mange.
Et tout ça aide à améliorer les symptômes dans une grande majorité des cas. Quelques patients auront besoin de traitements médicamenteux qui vont diminuer l'acidité de l'estomac, faire en sorte que ce soit moins inconfortable. Parce que le reflux gastro-œsophagien, c'est quelque chose qui impacte énormément la qualité de vie des patients. C'était là le professeur Prévost Ndjantou qui répondait à notre téléspectateur Pierre. Professeur Prévost Ndjantou qui est médecin spécialiste en gastro-hépatologie et nutrition pédiatrique au CHU Sainte-Justine de Montréal au Canada. Il est également enseignant à l'Université de Montréal. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Check-up, votre magazine de la santé, qui était consacré à la lutte contre le médicament de la rue comme thème principal. Vous avez écouté notre invité, le docteur Miguel Yetemou, qui est revenu sur les conséquences de ces médicaments vendus dans la rue. Vous avez également appris sur l'insufflation des trompes grâce à notre gynécologue, le docteur Marius Wachong. Vous avez également écouté le docteur Prévost Ndjantou qui parlait du reflux gastro-œsophagien, comment l'éviter et surtout comment venir à bout de ces reflux-là. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission abordés, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via nos différentes plateformes. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou.